Bienvenue à vous, chers auditeurs, dans cette nouvelle séquence de notre livre audio « Reconnaissance au Maroc ». Nous poursuivons aujourd'hui notre marche aux côtés de Charles de Foucault en direction de Ssouira, ou Mogador, comme on l'appelait alors. Après l'incident qui a failli coûter la vie à son guide, Ouaddi, attaqué par des membres d'un clan adversaire de la même tribu, le jeune explorateur trouve refuge dans le hameau de Soztat. Il y reprend son souffle, puis se remet en route. Il nous entraîne à travers les terres des tribus de cette région qui domine l'océan Atlantique. Quittant les Ilelen, il s'engage en pays Ch'touka, puis atteint l'Oued-Souss. Et avant de nous engager avec lui dans le pays des Haha, Agadir se laisse entrevoir. Agadir, qui n'était alors, lui dit-on, qu'un hameau tapi derrière son enceinte blanchie à la chaux, guettant l'océan depuis sa solitude. À présent, laissons la parole à notre géographe amateur. Deuxièmement, d'Afikouren à Mogador. 18 et 19 janvier. 6 jours à Afikouren. Je suis l'hôte de Ouaddi. Il y a plus d'1 an qu'il n'avait vu sa famille. Je lui accorde 2 jours de repos auprès d'elle. Les constructions de ce pays sont soignées. Tout est en pierre cimentée. Les habitations sont grandes et élégantes. Ils ont 1 ou 2 étages, des escaliers commodes, des portes larges et solides. Dans les régions que j'ai parcourues depuis Tata et dans celles que je traverserai d'ici à Mogador, les villages ne sont point entourés de murs. Cependant, il existe des distinctions. Les uns, bien couverts, sont organisés d'une façon défensive, les autres sont sans défense. Chez les Issafen, les Ibrqaqn, les Ilelen, la plupart sont aménagés de manière à pouvoir résister à une attaque. Dans la fraction d'Afra, les murs des maisons sont percés de meurtrières à chaque étage et les terrasses munies d'un parapet crénelé. Ces précautions disparaîtront dès que je quitterai les Ilelen, et les hameaux présenteront l'aspect le plus pacifique. Jusqu'à mon entrée dans la fraction d'Afra, les habitations étaient réunies en villages. D'Afra à Mogador, il n'en sera presque jamais ainsi. Sauf rares exceptions, je ne rencontrerai plus de villages, mais des hameaux, ou des demeures disséminées seules ou par petits groupes dans la campagne. Plus rien de guerriers. Parfois une tour se dressera entre quelques maisons. Ce ne sera qu'un ornement, signe de la demeure d'un riche. Dans cette région, je cesserai de voir des jardins entourer les lieux habités. Adieu figuiers, grenadiers, vignes, frais bosquets, ceinture habituelle des villages marocains. D'ici à Mogador, hameaux et maisons s'élèvent tristement plein champ, au milieu des labourages. Tout au plus ont-ils des haies de cactus. On voit d'après ce qui précède que la terremt d'un modèle si régulier et si uniforme que j'ai rencontré constamment du Tedla à Taznart n'existe en aucune façon dans ces contrées. Je suis depuis Tissint en plein pays d'Agadir. Le costume demeure ce qu'il était à Tisghi et dans les tribus intermédiaires. Un détail d'équipement, la poudrière, se modifie chez les Ilalen. Elle consiste en une petite boîte métallique en forme de cylindre très bas. Ce modèle est en usage chez les Ilalen et les Ch'touka. Dans le reste du bassin du Souss et chez les Haha, on se sert de la corne, du type connu. Le fusil et le poignard sont les mêmes qu'auparavant. Pas de sabre ni de baïonnette. 20 janvier. Départ à 10h30. Nous reprenons notre marche sur le plateau où nous sommes. Elle est toujours couverte de cultures, toujours semée d'une foule de villages. À midi, je passe de la tribu des Ilelen dans celle des Ch'touka. Le pays ne se modifie pas. Politiquement, cette frontière est importante. Elle marque la limite entre le bled Siba, d'où je sors, et le bled Marzen, où j'entre. Jusqu'à 2h, le plateau reste tel qu'il était auprès d'Afikouren, fort accidenté. À 2h, il s'aplanit, il ne présente dès lors que des ondulations légères. Il continue à être cultivé à perte de vue, ombragé d'argans et semé de villages. Ceux-ci sont moins nombreux que chez les Ilalen. Vers 3h, j'arrive au bord septentrional du plateau, au sommet du talus qui le sépare de la plaine du Souss.
Ce talus est analogue à celui que j'ai descendu hier, de 11 heures à 3 heures. Côtes raides et ravinées, terrain pierreux avec beaucoup de rochers, boisés d'argans. Sous les arbres, des genêts jaunes, des jujubiers sauvages, des tesseutes couvrent le sol. Chemin pénible, mais non difficile. J'entre dans la forêt et me mets à descendre. Vers 4 heures moins un quart, je parviens au pied du talus. Devant moi s'étend une plaine triangulaire de 5 à 6 kilomètres de long. Un khnik vers lequel je me dirige la termine. Elle est entourée d'une ceinture de collines basses sur les premières pentes desquelles brillent, comme des taches blanches, une multitude de hameaux. La plaine est couverte de cultures ombragées d'argan, sol de sable, sans une pierre. Ici, comme chez les Ilelen, la plupart des groupes d'habitations sont dominés par une tour indiquant la demeure du cheikh. Les constructions n'ont plus l'appareil défensif des précédentes. Elles cessent d'être de pierre et sont en pisé blanc. À 4h30, j'atteins l'entrée du khnig. Je m'y arrête au hameau de Taourit Ouslimen. Durant la journée, j'ai rencontré beaucoup de monde sur le chemin, travailleurs et voyageurs. Le seul cours d'eau de quelque importance que j'ai vu est la Sif Eit Mzel, lit de gros galets de 15 mètres de large au milieu duquel coulent 5 mètres d'eau de 30 centimètres de profondeur. Parmi les villages qui se sont trouvés sur mon chemin, il en était un d'aspect particulier, celui de Eit Saïd. Les maisons hautes, à terrasses couronnées de créneaux, sont autant de petits châteaux. Toutes sont blanchies, luxe suprême du pays. Il n'en existe point de plus belles dans les villes. Ce sont les demeures de la riche famille des Eit Saïd. Celle-ci est une nombreuse maison de négociants faisant le commerce entre Mogador d'une part, le Sahel, Akka, Tezounin et Tindouf de l'autre. Elle exporte de Mogador les objets de provenance européenne et importe les dattes et la gomme du Sahara, les amandes des Ilelen et les produits du Soudan qu'elle achète à Tindouf et dans le Sahel. Les Eit Saïd ont des résidences en ce lieu qui est leur berceau, mais une partie d'entre eux vit à Mogador. À Taourit Ousliman, nous recevons l'hospitalité du cheikh du village. Le nom de cheikh chez les Chtouka et les Ilelen signifie l'homme le plus riche du hameau. Tout petit centre, fût-il de 3 ou 4 maisons, a son cheikh. Il ne s'ensuit pas que cet individu soit un grand personnage. Dans le Bled el-Mkhzen, ces cheikhs sont nommés ou acceptés par les caïds. Leur considération n'en est pas augmentée, ils n'ont jamais que celle passagère qui s'attache à leur fortune. Chez les Chtouka, les armes sont les mêmes que chez les Ilalen, mais les vêtements changent. Plus de khnif. Chacun porte une chemise de cotonnade ou de laine blanche, un petit turban blanc laissant à nu le sommet de la tête, un haïk ou un bournous de même couleur. Le bournous a une forme et un nom particuliers. Il est très court et s'appelle slem. Pour les femmes, la toilette n'offre pas de modification, à l'exception du voile de laine noir qui disparaît. Le costume des Chtouka est celui des Ksima et des Haha. Les Chtouka, comme les Ksima, les Haha et les diverses tribus que j'ai traversées depuis Tisgida ou Beloul, sont imaziren, Shlaha, Shleh, et parlent le tamazirt. Celles qui habitent la montagne, Issefen, Eberhaken, Ilelen, ne savent guère que cette langue. Parmi celles de la côte, chez les Ksima surtout, l'arabe est répandu. 21 janvier. Départ à 8h30. Durant toute la journée, nous marcherons de concert avec une caravane que nous avons rencontrée hier au gîte. Bien que nous soyons en Bled el-Mkhzen, il est plus prudent d'aller en compagnie que de cheminer seul. Après avoir traversé le khnig à l'entrée duquel je m'étais arrêté hier, je trouve une immense plaine où je cheminerai jusqu'au soir. Plaine de sable rose, unie comme une glace, sans une pierre, sans une ride, sans une ondulation, s'étendant depuis le pied du petit Atlas où je suis jusqu'à la mer d'une part, au grand Atlas de l'autre, et traversée par l'Oued Souss. La portion que j'ai devant moi, occupée presque tout entière par les Chtouka, est d'une fécondité admirable. Une partie est cultivée, l'autre est en pâturage et en forêt. Les cultures ne sont plus semées d'argan.
aucun arbre ne les ombrage. Ce sont des successions de champs uniformes, séparés par des haies vives. Ça et là, on y voit des puits, et auprès quelques figuiers. Une multitude de hameaux s'y élève. Dans les portions labourées, on en a sans cesse 12 ou 15 en vue. Ils sont ouverts et sans défense. Les tours y sont rares. Ce sont des constructions de pisé roses, sans arbres aux alentours, si ce n'est des figuiers de Barbarie. Ils respirent la prospérité. Ces parties cultivées de la plaine forment une des contrées les plus fertiles et les plus peuplées du Maroc. Les portions boisées présentent un aspect tout différent. Là, plus de champs, plus d'habitations. Des forêts d'argans séculaires étendent leur ombre sur la surface unie du sol qui se couvre d'immenses pâturages. Pas un sillon, pas une maison n'interrompt la monotonie de ces vastes prairies sous leur dôme de feuillage. Seuls habitants de ces solitudes en rencontrent de loin en loin des troupeaux de vaches, de moutons et de chameaux, paissant sous les arbres. La principale de ces forêts s'appelle Telgent Noudmim. Elle est célèbre par ses serpents. Les Aïssawa y viennent de loin en faire leur provision. Cheminant ainsi tantôt à travers le recueillement des grands bois, tantôt au milieu de riantes cultures et d'innombrables villages, je parviens vers le soir non loin de l'Oued Souss. Je m'arrête à 5 heures dans un hameau à quelque distance du fleuve. Je n'ai cessé de rencontrer beaucoup de monde sur le chemin. De toute la journée, il ne s'est pas présenté un seul cours d'eau, ni rivière, ni ruisseau. J'ai passé par un marché, le Tnin des Idda Mohammed, où j'ai fait une halte assez longue. 22 janvier. Départ à 6h30 du matin. Je me dirige vers l'Oued Souss. D'ici là, ce n'est qu'un vaste jardin. Champs bordés de cactus, ombragés d'oliviers, de figuiers et d'argans, semés d'une foule d'habitations. Le chemin, garni de haies, serpente entre les vergers et les maisons qui se succèdent sans interruption. Au travers de cette riche contrée, j'arrive à 7h30 au bord du fleuve. Je le franchis à un gué. Le lit de sable a 100 mètres de large. 75 mètres sont à sec. Les 25 autres sont occupés par une nappe d'eau limpide, profonde de 50 centimètres. Courant de rapidité moyenne. En amont et en aval du gué, le fleuve, gardant même largeur, change d'aspect. L'eau, moins courante et moins haute, s'étend sur la surface du lit, dont le fond, devenu vaseux, se garnit de roseaux. Depuis l'endroit où je l'ai passé jusqu'à celui où je le perdrai de vue, l'Oued Souss aura la même apparence, une bande de 100 mètres couverte de roseaux. Je descends la rive droite, le sol est à peine à 1 mètre au-dessus du niveau de l'eau. C'est du sable, tapissé de gazon et de joncs, et ombragé de tamaris. Ce terrain bas et humide, qui forme un ruban de 300 mètres le long du côté droit, peut être considéré comme faisant partie du lit. Au Tlata d'Ixima, je quitte les bords du fleuve et gagne un village voisin, résidence de Sidi Abdullah d'Aït Ihya, marabout de Zaouia de Tessint, depuis longtemps établi en cette région. Du Tlata à sa demeure, ce ne sont que cultures, jardins et villages. Au milieu de la verdure se dresse, dominant le pays, la haute maison blanche du Hajj al-Arbi, vrai château, avec 2 énormes tours que j'aperçois depuis Taourit Ouslimane. Hajj al-Arbi est un simple particulier, fort riche. À 8h30, nous sommes chez Sidi Abdullah. C'est un compatriote et un ami du Hajj. Nous comptons sur lui pour nous accompagner et nous protéger dans le Haha, où il jouit, comme ici, d'une grande influence. En arrivant, nous apprenons qu'il est absent. Nous ne trouvons que son fils. Celui-ci, beau jeune homme d'une 20aine d'années, hartané de couleur presque noire, nous accueille à merveille. Le Hajj, excellent homme aimé de tous ceux qui le connaissent, est reçu à bras ouverts. Il est bientôt convenu que nous passerons là le reste de la journée. Le lendemain, nous nous remettrons en route, accompagnés par le jeune marabout qui nous escortera jusqu'à Mogador. 23 janvier. Départ à 9h. D'ici à Gadir et Rire, la plaine où je suis depuis avant-hier se continue.
Elle est couverte partie de culture, partie de pâturage. Ces derniers sont semés çà et là de jujubiers sauvages. Plus d'argan. À 10h30, le pays devient désert. On entre dans un fourré d'arbres et de broussailles, petits argans et jujubiers sauvages. À 11h, après avoir franchi quelques dunes de sable de 8 à 10 mètres de haut, je me trouve au bord de la mer. Je longe le rivage jusqu'à Agadir. Le chemin passe au-dessous de cette ville, à mi-côte entre elle et Founti. Founti est un hameau misérable, quelques cabanes de pêcheurs. Agadir, malgré son enceinte blanche qui lui donne un air de ville, est, me dit-on, une pauvre bourgade, dépeuplée et sans commerce. À partir de là, je suis la côte, cheminant à mi-hauteur de la falaise qui l'aborde. Elle n'est ni très haute, ni très escarpée. C'est un talus pierreux, parfois rocheux, tapissé de broussailles basses et d'herbages. Le jujubier sauvage et la tessaut y dominent. Vers 2h moins un quart, je descends pour traverser à quelques mètres de son embouchure la Sif Tamraght. La vallée en est remplie de cultures. Plusieurs villages s'y voient à quelque distance. La rivière forme 2 bras, larges, l'un de 15 mètres, l'autre de 50. Tous deux ont un lit de sable. Le premier est à sec, des flaques d'eau sont dans le second. Au-delà, je reprends mon chemin le long de la falaise. Vers 3h, celle-ci change d'aspect. Elle devient plus rocheuse et se couvre d'argans de 4 à 6 mètres de haut. Je cesse de la suivre et je monte vers sa crête. J'y parviens à 4h moins un quart. C'est la fin de la forêt. Je suis à la lisière d'un plateau à ondulation légère, couvert en grande partie de cultures qu'ombragent des argans comme chez les Hillelen. Une multitude de bâtiments isolés, de groupes de maisons y apparaissent. Je fais halte à 4h, à une des premières habitations. C'est une zala. On donne ici ce nom à des postes habités par des familles attachées au marzn, qui ont pour devoir d'assurer la sécurité des routes et sont autorisés à percevoir de faibles droits de péage. Ces zalas sont installés dans un petit nombre de tribus soumises. Ils ne font régner qu'une demi-sûreté. Ici comme ailleurs, les étrangers n'osent guère voyager seuls. Entré dans la tribu des Haha ce matin à Agadir, j'y resterai jusqu'à mon arrivée à Mogador. Ce que j'ai aperçu de leur territoire donne une idée complète de ce que j'en verrai dans la suite. Leur pays peut se diviser en 4 portions. Premièrement, les falaises du rivage, partout telles que je les ai vues. Deuxièmement, des vallées à fond cultivées et semées de villages. Troisièmement, des côtes. Toutes sont boisées d'argans. Le sol en est partie de la terre, partie une roche blanche. Les pentes, assez raides, en sont sillonnées de ravins escarpés. Sous les argans poussent des jujubiers sauvages et 1000 sortes d'herbes et vivent des quantités énormes de gibier, perdreaux innombrables, sangliers, lièvres, lynx, etc. Quatrièmement, des plateaux. Ils forment la 4e portion du territoire et la plus importante. Ces terrasses ressemblent à celles d'Afikuren. Elles sont moins accidentées, ne présentent que des ondulations légères et ne sont pas peuplées partout. La majeure partie de leur surface est couverte de cultures, champs d'orge et de blé plantés d'argan comme ceux du bas territoire des Hillelen. Au milieu des labours s'élève une foule d'habitations dispersées une à une ou par 2 ou 3. Chez les Haha, non seulement on ne trouve pas de centre de quelque importance, mais on ne voit point les hameaux des Shtuka et des Hillelen. Les maisons se dressent isolées au milieu des champs ou réunies par très petits groupes. Elles sont en pisé blanc. Celles des riches sont bien construites, avec des encadrements de portes en pierre de taille et de hautes tours carrées, à angles et couronnements de pierre. La contrée fournit en abondance une pierre blanche, tendre, facile à travailler, mais peu solide, qui sert pour ses édifices. Les cultures, parfois serrées sur une longue étendue, ailleurs clairsemées, occupent les 2/3 de la surface des plateaux. Le reste est garni de pâturages, avec des bouquets d'argan et par place de grands genêts blancs. Je n'y ai vu qu'une forêt, la Rabat id Daougrt, à la porte de Mogador.
Le sol est de terre blanche mêlée de beaucoup de pierres. Ces hautes terres, où sont concentrées la plupart des cultures et des habitations des Haha, n'ont d'autre eau que celle des Medfia. 24 janvier. Départ à 7h30 du matin. Arrêté à 5h du soir sur les bords de l'oued Eit Amr. Ma route s'est effectuée successivement dans les diverses régions que je viens de décrire, sans donner lieu à aucune remarque nouvelle. La seule chose à noter est la composition d'une portion de la falaise entre la Nzala où j'ai passé la nuit et le Fondouk qui est au-dessous, sur la côte. La partie supérieure de cette falaise est formée d'énormes blocs de coquillages agglomérés. Là, pendant quelque temps, on ne voit trace ni de terre ni de roche. Tout le sol n'est fait que de ces coquillages pétrifiés. Le chemin passe sur leur surface. J'ai rencontré peu de monde aujourd'hui et n'ai traversé aucun cours d'eau important. 25 janvier. Départ à 8h du matin. Arrêté à 1h du soir à la maison de Hajj Abdelmelek. On voit plus de passants qu'hier. Traverser l'oued Eit Amr, lit de gros galets de 50 mètres de large avec un filet d'eau courante de 2 mètres. Cette rivière est la seule que j'aperçoive de la journée. 26 janvier. Séjour chez le Hajj Abdelmelek. 27 janvier. Départ à 7h du matin. Arrêté à 6h du soir chez un ami de notre marabout. Le pays reste tel que je l'ai décrit. J'ai traversé plusieurs petits cours d'eau. L'Assif Idaouloul, ruisseau desséché 6 mètres de large. L'oued Eit Bouzoul, 40 mètres de large, à sec. L'oued Ijariran, 3 mètres de large, à sec, affluent de l'oued Eit Bouzoul. L'oued Imariran, 15 mètres de large, à sec, le cours supérieur traverse des gisements de sel non loin d'une source d'eau vive, Ain Imariran, la seule que j'ai vue dans le Haha. L'oued Idaoussarn, à sec, 15 mètres de large, près de son confluent. L'oued Tidsi, 30 mètres de large, à sec. 28 janvier. Départ à 7h30 du matin. À 8h, j'entre dans une vaste forêt ombrageant d'immenses pâturages. C'est Rabba Idaougirt, lieu désert célèbre par les brigandages qui s'y commettent. J'en sors à 11h30. Au-delà, je franchis une petite plaine, en partie couverte de genêts. Puis, des dunes de sable me conduisent par une pente douce au bord de la mer. À 12h30, je traverse l'oued Idaougirt. À 1h, j'entre à Mogador. Aussitôt arrivé, j'allai au consulat de France. Je fus reçu par le chancelier M. Montel. Ce que fut pour moi M. Montel durant mon séjour à Mogador, les services de tout genre qu'il me rendit, rien ne saurait l'exprimer. Puisse tout voyageur en pareille circonstance rencontrer même accueil, même sympathie, même appui. Heureux ceux dont le pays est représenté par des hommes semblables, en qui un compatriote inconnu trouve dès le premier jour, avec la bienveillance et la protection du magistrat, le dévouement d'un ami. Lu pour vous par Mohamed El Kachtoul. Dans le prochain épisode, après un séjour d'environ 2 mois, l'auteur quittera Souira pour se diriger vers Tissit. Pour le voyage du retour, il empruntera un itinéraire différent. Il nous fera obliquer vers le bassin de l'Oued Souss, où nous découvrirons les tribus des Xima, Msgin et Hawara, avant de longer les murs de Taroudant. Veuillez vous abonner à la chaîne Maghriberia sur YouTube pour être au rendez-vous avec cette aventure qu'est Reconnaissance au Maroc.